Derniers livres et je vous ferai comme petit cadeau un aperçu de la dernière sortie qui s'appelle L'île aux arbres disparus, qu'on n'a pas pu avoir malheureusement. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre l'architecte du sultan. On va aussi avoir un aperçu sur le crime d'honneur. Je ne sais pas si vous avez lu 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange, ça c'est l'avant-dernier. Et le dernier, bien entendu, n'est pas chez nous, mais on va essayer d'en discuter bien après. Alors, aujourd'hui, avant de parler des livres Shafaq, de la présenter et de parler de la littérature moderne, il faut qu'on arrive en fait à se poser la question comment nous est venue finalement cette tendance à lire du turc. Avant on ne lisait pas de turc. Dans les années 80, 90, jusqu'au début des années 2000, il n'y avait pas de traduction, sachant qu'on lit plutôt en arabe ou en français. Donc que ça soit des traductions en arabe, ça n'existait pas vraiment. En français, idem. Donc là, il y a eu des traducteurs qui ont fait des études pour ça et qui sont partis avec le temps, à partir de la première moitié du XXe siècle, à faire des stages entre la France et la Turquie, entre le Maghreb ou l'Orient et la Turquie. Et c'est comme ça que cette nouvelle tendance littéraire, d'ailleurs il n'y a pas que Elif Shafak, il y a le prix Nobel littéraire 2020, Pamuk, qui a écrit un somptueux livre et qu'on avait présenté ici même il y a quelques mois. Donc là vous allez voir, vous l'avez ? D'accord, ok. Et je vais vous donner en plus plusieurs noms qui ont fait, disons, la légende et la grandeur de la poésie et de la littérature turque. Car on n'a pas que les romans, on a aussi la poésie, on a les essais, les traductions, tout ce qui est autour des romans psychologiques, les polars, les livres, les romans, on appelle ça les romans marginaux, parce qu'il y avait beaucoup de catégories minoritaires qui étaient, voilà, dans la marginalisation. On avait beaucoup de problématiques par rapport aux ethnies. C'est comme au Liban, on a plus de 18 confessions religieuses qui cohabitent ensemble. En Turquie, on a appris la même chose. Dans les années 40-50, plutôt, fin des années 30, il va y avoir un poète qui s'appelle Nazim Hikmet. C'est le premier poète qui a été traduit. Et il a été emprisonné pendant plus de 20 ans, je crois, à cause de son entêtement et à cause de sa philosophie révolutionnaire. Lui, il voulait à tout prix changer la vision littéraire intellectuelle en Turquie. L'État de l'époque n'était pas du tout d'accord et il y avait beaucoup de contrôle, beaucoup de censure. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va le jeter en prison, après on verra. La question de l'après, il va y avoir des gens, pendant son emprisonnement, il va y avoir des gens qui commencent à lire ses écrits. Et le gouvernement va mettre une petite note qui va avertir chaque personne qui pourrait lire, acheter, traduire ou discuter les œuvres de ce poète. Et il serait condamné et emprisonné immédiatement en prison, dans l'une des prisons de Turquie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, malgré tout, il n'écoute pas vraiment. Il y en a qui vont avoir peur, d'autres non, mais il y en a qui vont s'aventurer dans ce terrain et ils vont commencer à lire, ils vont découvrir une nouvelle facette de Saïd Faik. C'est un jeune nouvelliste qui va inaugurer ou qui va introduire cette notion des nouvelles, sachant qu'il n'y avait pas vraiment de nouvelles. Il n'y avait que des livres sur la religion, sur la langue arabe et aussi sur l'histoire, mais pas vraiment de nouvelles. Ces nouvelles vont cartonner pour la simple raison que, avant, tout le monde vivait dans des villages, dans des patelins. D'ailleurs, la problématique chez Elif Shafak reste la même. C'est toujours la revendication de la condition et de la situation, en particulier de la femme,
qui vit dans les petits villages, qui est oppressé par sa famille et qui fuit. D'ailleurs, c'est la thématique du roman de 10 minutes et 38 secondes, qui vont fuir les villages parce qu'ils vont subir un destin tragique. Et ces nouvelles vont faire le sujet de petits textes qui vont parler de plusieurs villes et tout particulièrement d'Istanbul. Et c'est à partir des années 60-70 où Istanbul va devenir l'une des villes les plus mythiques et les plus légendaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que les nouvellistes et les intellectuels dans le domaine littéraire ont commencé à créer une espèce de focus, une espèce de concentration sur la beauté de cette ville. Alors, par la suite, vient les années 80. À partir des années 80, la Turquie va enfin s'ouvrir sur le monde. On va rencontrer une nouvelle génération d'auteurs. Déjà, Pamuk, il est déjà dans les années 80. Elif Shafak va venir au début des années 2000. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des écrivains qui vont complètement changer la donne et ils vont s'adonner à de nouvelles thématiques. L'ouverture économique, la nouvelle génération qui s'intéresse à beaucoup de thématiques. Sachant que entre le 1900 jusqu'à 1950-60, on n'avait que 5% de population alphabétisée. Le reste, ils étaient dans l'ignorance. Les Turcs ne lisaient pas. Il faut se mettre d'accord que la nation turque n'était pas intellectuelle comme actuellement. On ne baignait pas dans la psychologie, dans les essais, dans la remise en question du savoir. Allez, on va dire les années 90 jusqu'à 2014, jusqu'à aujourd'hui, il va y avoir le phénomène d'Elif Shafak qui va débarquer. Donc, Elif Shafak, c'est qui au juste? C'est une jeune académicienne qui a fait des études en Sciences Po, d'accord? Donc, non seulement elle est écrivaine, et aussi elle est chercheuse et politicienne. Politicienne dans le sens où elle écrit pour des journaux internationaux, comme des journaux américains ou britanniques, où elle rédige et elle produit des articles politiques sur la Turquie ou sur l'actualité internationale, en plus de son écriture. Donc là, on va commencer à parler un peu de cet écrivain. Donc Elif Shafak, c'est qui au juste? C'est une petite fille qui avait l'âge de 7-8 ans. Elle découvre l'écriture. Comment elle la découvre? Comment elle découvre le monde de la littérature? Tout simplement, c'est l'enfant unique. Ses parents vont se séparer et elle va se retrouver tout le temps seule. Sa mère travaille tout le temps. Elle, pour colmater ce vide et cette solitude, elle va commencer à créer des petits personnages dans sa tête et qui vont devenir ce que vous êtes en train de lire aujourd'hui. Donc là, ce qu'il va y avoir, beaucoup de personnages fictifs pour la majorité quand elle sera à l'âge adulte. Ça va être des personnages historiques, comme Selima va nous si bien le raconter dans L'architecte du sultan. Pour la majorité des personnages, ce sont des personnages historiques qui ont existé, mis à part Jaon, c'est ça? Le personnage qui possède l'éléphant. Et qui débarque. Voilà. Le cornac. Voilà. Lui, c'est un personnage fictif, ce n'est pas un personnage historique. D'accord? Donc là, ce qui se passe, c'est que sa mère va lui offrir un jour, à 8 ans, elle va lui offrir un carnet d'écriture. Elle va lui dire, puisque tu passes ton temps à ne rien faire, vas-y, commence à écrire. Donc l'écriture va se faire par le biais de sa solitude qui va venir petit à petit alimenter ce besoin de s'occuper, et ce besoin de s'occuper va devenir une gigantesque passion pour la littérature. Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entamer des études. D'ailleurs, elle est docteur en Sciences Po et elle va se spécialiser en études féminines. C'est d'ailleurs l'une des rares Turques. D'ailleurs, elle est née à Strasbourg. Elle vit entre les États-Unis et Londres, mais elle va rentrer à un moment donné quand elle est jeune. Je crois qu'elle doit avoir la vingtaine. Elle va rentrer en Turquie pour faire des études. Elle est très attachée à sa patrie, très attachée à la culture. Elle va enseigner un peu la littérature et l'histoire ottomane et turque aux États-Unis. Puis elle décide de s'installer en Angleterre. D'ailleurs,
si vous lisez la majorité des romans, tous les personnages immigrent en Angleterre pour commencer la narration et le roman. Alors maintenant, on va commencer par, déjà, je vais vous présenter une amie très très chère à moi, que je connais tout récemment, que j'ai rencontrée lors de mes conférences et qui me suit partout. Et aujourd'hui, elle est l'invitée d'honneur voilà, de ma conférence. Et j'ai essayé de l'intégrer dans cette conférence, et on a lu toutes les deux tous les romans qu'on va présenter. Donc elle, aujourd'hui, elle va commencer par vous présenter L'architecte du sultan, voilà, et Crime d'honneur. C'est l'un des personnages qui a 6 filles, et elle veut coûte que coûte avoir un garçon. Et au bout de la 7e grossesse, elle a deux filles d'un coup. C'est le chaos. Elle est restée 40 jours silencieuse. Elle n'a pas donné de nom à ses 2 filles. Elle ne voulait pas leur donner de nom. Et finalement, elle leur a donné 2 noms qui sont Destinée et Assez. Assez, اللي احنا نقولوها في المغرب بركاهم، c'est-à-dire بركانة. سميتها صافي سميتها بركانة يا ربي صاي. Destinée قادر، Destinée rose et Assez belle. Asma, c'est une fille femme de celle qui a refusé d'avoir. Elle s'est libérée enfin en Angleterre. Elle s'appelle Asma. Ma mère est morte 2 fois. Parce qu'il y a toute une histoire, c'est ça. Ma mère est morte 2 fois. Je me suis promis de ne pas permettre qu'on oublie son histoire. Mais je n'ai jamais trouvé le temps, la volonté ou le courage de la coucher par écrit. Jusqu'à récemment, je veux dire, je ne crois pas être en mesure de devenir un véritable écrivain. Et ça n'a plus d'importance. J'ai atteint un âge qui me met davantage en paix avec mes limites et mes échecs. Il fallait pourtant que je raconte cette histoire, ne serait-ce qu'à une personne. Il fallait que je l'envoie dans un coin de l'univers où elle pourrait flotter librement, loin de nous. Je la devais à maman, cette liberté. Et il fallait que je termine cette année avant qu'il soit libéré de prison. Alexandre, son fils. Scandale. Voilà, elle a commencé. Merci. Voilà. Alors, nous allons enchaîner avec, voilà, 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange, qui a été édité en 2019 et chez Flammarion en 2020, ça veut dire un an après, pardon. Donc 10 minutes et 38 secondes, c'est quoi? En fait, c'est une expression que les scientifiques, tout particulièrement les médecins légistes, utilisent quand un corps décède. Généralement, on dit que le cœur cesse de battre, mais le cerveau et l'âme restent en veille et en éveil pendant cette période, pendant 10 minutes et 38 secondes. Dans ce roman, on a affaire à une jeune fille qui habite dans un village et qui s'appelle Leila Afif Kamila. De son nom, de son vrai nom de jeune fille, de son nom bien après, quelques années après, car elle va prendre la fuite comme tous les personnages des livres Shafar, puisqu'elle va subir l'autorité et la verve religieuse de son père. D'ailleurs, quand elle était petite, elle a été victime d'un sacrifice familial. Son père a 2 épouses. Suzanne, la première femme, qui est très, très âgée, qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et il y a alors sa mère, c'est Binaz. Binaz est une jeune fille qui a 16 ans et qui a épousé un homme plus âgé qu'elle, d'une vingtaine d'années. Donc là, elle débarque dans cette maison, mais elle se sent tout le temps étrangère. Elle va avoir une fille. Malheureusement, elle ne pourra pas garder sa fille. Il va y avoir une sorte de sacrifice. Sa fille va être donnée à la première épouse qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et la première injustice par rapport à cette petite, c'est ça. Quand elle va naître, déjà la naissance va être très très pénible et difficile à faire. Le bébé ne crie pas.
il ne fait aucune réaction et il ne ressemble en aucun cas à un bébé normal. On dit que c'est un bébé surnaturel qui reste en contact avec les djinns et avec les anges et il n'arrive pas à descendre sur terre pour devenir un être humain normal. Donc là, dans ce roman, au tout début, surtout la première partie, elle est très intrigante. Cette fille va être dotée d'une belle personnalité. Elle va, malgré toutes les injustices qu'elle va subir, malgré tout le chaos dans lequel elle vit à cause de son père, à cause de la famille, puisque ce sont deux familles qui vivent sous un seul toit, elle va prendre la fuite. Pour aller où? Pour aller à Istanbul. Elle n'a pas de ressources, elle n'a pas de connaissances. La narration, elle est truffée d'images métaphoriques. On a beaucoup de métaphores, de figures de style, on a beaucoup de poéticité, beaucoup de puissance. L'écriture possède un vocabulaire très très riche en littérature et c'est ce qui donne aussi de la classe et de l'éloquence à l'écriture des livres. D'ailleurs, nous, on l'a lu en français. Chapeau et bravo pour la traductrice qui a si bien traduit le roman. Voilà. Donc en turc, je ne sais pas ce que ça donne. Voilà. Mais en français, c'est vraiment éloquent, très puissant. Le roman aussi possède un cachet violent, virulent, et cash, hard. Là, on va parler de Leïla. Aucun de ses amis n'était encore au courant. À cette heure matinale, ils devaient tous dormir profondément, chacun cherchant l'issue du labyrinthe de ses rêves. Leïla aurait bien aimé être aussi... Elle aurait bien aimé, elle aussi, être enveloppée dans la tiédeur de l'édredon. Son chat endormi en boule à ses pieds, ronronnant de bien-être. Le chat était sourd comme un pot et tout noir, sauf une tache neigeuse sur une patte. Elle l'avait baptisé Monsieur Chaplin, en hommage à Charlie Chaplin, car, comme les héros du cinéma d'antan, il vivait dans le monde de silence bien à lui. Tequila Leïla aurait tout donné pour se retrouver dans son appartement, et voilà qu'elle gisait quelque part dans les faubourgs d'Istanbul, en face d'un terrain de football sombre et humide, au fond d'une benne à ordures en métal, aux poignées rouillées et à la peinture écaillée. Une benne montée sur roue, plus d'1 mètre de haut et large de moitié. Leïla mesurait 1,70 m, plus les 20 cm de talons des sandales violettes qu'elle avait encore aux pieds. Il y avait tellement de choses qu'elle aurait voulu savoir. Elle ne cessait de repasser les derniers instants de sa vie en se demandant ce qui avait dérapé. Exercice futile puisqu'il était impossible de dévider le temps comme une pelote de laine. Sa peau virait déjà au blanc grisâtre. Même si ses cellules vibraient encore d'énergie, elle sentait bien des mouvements insolites dans ses organes et dans ses membres. On s'imagine toujours qu'un cadavre n'est pas plus alerte qu'un arbre abattu ou une souche creuse, dépourvu de conscience. Mais si on lui en avait donné l'occasion, Leïla aurait pu témoigner qu'au contraire, un cadavre déborde de vie. Voilà. Comme petit cadeau, un aperçu de la dernière sortie qui s'appelle L'île aux arbres disparus. Le roman déjà commence par une petite dédicace qui dit « Aux émigrants et aux exilés de tous les pays, les déracinés, les réenracinés, les sans racines et aux arbres que nous avons laissés derrière nous, enracinés dans nos mémoires. » Alors l'histoire se déroule entre le récit d'une ado qui s'appelle Ada, dont le père s'appelle Kostos, il est d'origine grecque, et la mère qui vient de décéder il y a une année, il y a 1 an de cela. Du coup, son père va prendre la charge de son éducation. On dit que le père est un peu lunaire, un peu bizarre, mais il reste bienveillant par rapport à sa petite fille. Le jeune personnage ne sait absolument rien du tout de ses parents, mis à part qui sont d'origine chypriote. Et ce qui se passe, c'est que tout au long du roman, vous allez découvrir qu'il va y avoir un conflit au tout début.
le jeune Kostas va tomber amoureux de Daphné. En arabe, c'est Daphne, parce qu'il n'y a pas d'accent. Il y a une symbolique. Daphne, ça veut dire c'est mort. Enterré. Oui, enterré, voilà. Donc la maman s'appelle Daphne et le papa s'appelle Kostas. Donc très jeune, il tombe amoureux, mais malheureusement, il va y avoir une guerre sur cette île et qui va diviser les différents habitants et les différentes populations, puisqu'il y a plusieurs populations grecques et turques, en plus des autres entités. D'accord? Et là, il va y avoir un vent de violence et de haine qui va être alimenté entre ces deux populations qui n'étaient qu'une seule au début, mais malheureusement à cause de cette guerre, elle va être divisée et par conséquent, l'union de ce jeune couple ne sera pas acceptée ni bénie par les parents. Le jeune couple est dans l'obligation d'émigrer, de quitter le pays pour aller en Angleterre. Donc là, une fois en Angleterre, ils vont avoir Ada. Ada, c'est une jeune fille qui ne connaît pas le pays d'origine de ses parents. En principe, c'est ça le roman. Elle est née en Angleterre. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut qu'elle remonte dans les archives et elle va remonter tout particulièrement en 1974, là où ses parents se sont rencontrés, je crois. Voilà. Et c'est à partir de là où elle doit remettre en ordre toute la structure et la schématisation de l'histoire, de la rupture du couple avec les deux familles respectives et par conséquent son existence en Angleterre. Pourquoi elle est, du jour au lendemain, elle a ouvert les yeux en Angleterre et pourquoi elle n'est en aucun cas en relation avec les deux familles.